L'invité. Michel Collin, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, tu es à la tête de Médiatique Conseil. C'est une société qui conseille les radios et ses commerciaux pour le développement de leur chiffre d'affaires. Alors, tu opères bien sûr en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer et dans pas mal de pays francophones, dont l'Afrique, je crois. Alors, on a voulu t'inviter ce mois-ci pour parler de l'impact de la baisse d'audience de la radio sur la publicité et vice-versa. Mais avant cela, et comme chaque mois pour chaque invité, Michel, peux-tu nous parler un petit peu de toi et de ton parcours ? Alors, je vais faire court. J'ai commencé comme journaliste en 79 à l'époque pour le service public. Ça s'appelait FR3 Radio, qui tentait des expériences de radio locale et qui s'est implanté à 500 mètres de chez moi à Chamonix. Donc, ça a été une opportunité extraordinaire. Et ensuite, je suis parti travailler pour un projet de radio qui s'appelait Radio Mont-Blanc, qui était assez fou, qui consistait à implanter un émetteur à 3800 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc, un émetteur en FM alimenté par hélicoptère en kérosène avec des réacteurs pour générer de l'énergie. Évidemment, ce projet, ça a été une grande aventure franco-suisse, italo-suisse. En 81 exactement, qui n'a pas pu se développer, qui n'a pas survécu au développement des radios privées, des radios libres comme on les appelait à l'époque. Ensuite de ça, j'ai eu le plaisir de diriger Radio Plus Annemasse, qui était à la frontière genevoise en Suisse, une radio privée locale qui était la radio des années 80, on va dire, sur cette région-là, qui a cartonné. Ensuite, avec Pierre Alberti, le fondateur de Nostalgie, j'ai eu aussi l'opportunité de créer Radio Nostalgie depuis la France, mais en direction de la Suisse, puisque c'est là qu'on avait beaucoup de business à faire. Et tout ça a très très bien marché pour nous amener longtemps après, en 95 à Genève, où j'ai eu aussi là le plaisir de participer à la création avec quelques amis associés à la création de One FM. On a eu des débuts difficiles, on s'est associé avec le groupe américain Clear Channel, qui était le leader mondial de la radio à cette époque-là, et qui nous a beaucoup aidé, qui m'a donné beaucoup d'opportunités d'aller visiter des stations américaines. Et ça a été aussi une révélation, même si j'avais déjà un parcours radio sympa. Et grâce à ce mélange de culture franco-suisse, italo-américaine, on a fait un carton avec One FM. On est devenu leader en audience à Genève. On a créé une autre radio à Lausanne qui s'appelait Lausanne FM. On a créé une régie publicitaire qui existe toujours, qui s'appelle Media One Contact, et qui avait déjà 3 radios en régie. Et voilà, on a fait un carton d'audience à Genève, à Lausanne, et surtout un gros carton en chiffre d'affaires. Ce qui, ensuite, après cette expérience où j'ai eu l'occasion de quitter ce groupe en 2003, donc ça fait 19 ans déjà, et j'ai eu l'idée de faire comme un copain américain qui m'avait beaucoup inspiré, Paul Whelan, de créer une activité de conseil et de formation. Et depuis donc 19 ans, comme tu l'as dit, j'arpente les radios en France, en Suisse, en Belgique, en Europe, au Québec, beaucoup dans les Outre-mer. J'ai pratiquement fait tous les Outre-mer, et beaucoup en Afrique aussi, pour des organisations internationales qui m'envoient aider des radios communautaires à trouver des sources de revenus. Voilà. Alors donc depuis près de 20 ans, tu es vraiment un expert sur la publicité radio dans le monde francophone, et la raison donc pour laquelle on t'a invité, on voulait avoir ton avis par rapport à la baisse de l'audience radio. On entend beaucoup que c'est à cause des nouveaux usages. Alors, dans le monde de l'audio, avec notamment l'écoute à la demande, mais aussi en dehors de l'audio, avec la concurrence de nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc., etc. On entend beaucoup sur le média radio en lui-même que c'est aussi lié, dans ce nouveau monde où l'auditeur ou l'utilisateur a beaucoup de choix, que la radio, avec des tunnels de pub, n'attire plus, et que c'est un peu un repoussoir pour l'écoute. Alors, on voulait avoir ton avis. Est-ce que effectivement le trop-plein de publicité ou de publicité traditionnelle sur les antennes, pour toi, est une des raisons importantes de cette baisse ? Alors oui, ça c'est incontestable, mais
je vais quand même relativiser deux choses au départ, avant de redévelopper sur ta question. C'est qu'il faut quand même retenir qu'il y a toujours 7 Français sur 10 qui écoutent la radio tous les jours, ce qui est quand même un score exceptionnel au niveau des médias traditionnels. Quand dans d'autres pays l'audience est mesurée par semaine et non pas par jour comme chez nous, bien on s'aperçoit que dans beaucoup d'autres pays on est plutôt resté vers 8 ou 9 personnes qui écoutent toujours la radio chaque semaine. Donc sur la radio, 10. voilà, sur 10. Hein. Donc la radio reste un média un mass média extrêmement puissant. Maintenant, il est clair qu'il y a une baisse, une érosion de l'audience de la radio, qui bien sûr est liée d'abord au changement d'habitude de consommation du média, exactement comme la télévision subit ces mêmes bouleversements avec des téléspectateurs qui vont chercher de la vidéo à la demande sur Netflix ou sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc le schéma est exactement le même pour la radio, où on va écouter de l'audio, du streaming, de la musique et maintenant des podcasts à la demande, et c'est ce qui explique cette érosion. Maintenant, la publicité, elle est bien sûr un des paramètres dont on entend beaucoup parler quand on sonde un peu les gens autour de nous. Mais je voudrais aussi relativiser, parce que dans les fin des années 80, quand je m'occupais de Radio Nostalgie en Suisse, on me disait déjà votre radio elle est formidable, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme pub, vraiment il y en a trop, et on avait à peu près aussi 12 minutes de publicité par heure à ce moment-là, ce qui n'a jamais empêché en fait à la radio de se développer, et en tous les cas à nous de faire du bon business. Donc il faut quand même toujours relativiser ce rejet de la publicité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va prendre le vrai problème en se disant oui, c'est vrai, il y a trop de publicité, il y a une mauvaise maîtrise de la publicité, à la fois des emplacements, de la qualité et du volume publicitaire sur les radios, pour des raisons qui sont souvent assez simples, parce que pour la plupart des éditeurs de radio, ce modèle économique fonctionne, il fonctionne encore très bien. Là, je viens de faire le tour de pas mal de mes partenaires et clients, et je peux te dire que dans la grande majorité, tout le monde a fait une très bonne année 2022, que beaucoup de radios ont fait plus que 2019 en termes de chiffre d'affaires, surtout sur le plan local. C'est plutôt la publicité nationale qui aurait tendance à diminuer en chiffre d'affaires, mais malheureusement pas en volume. Et ça, c'est un problème, par exemple, pour des radios comme les indés radios, où le volume de publicité nationale a tendance à prendre un peu plus d'importance, mais pas forcément, c'est pas forcément proportionnel en termes de chiffre d'affaires. Donc oui, la pub est un des facteurs qui pose problème. Alors tu l'as dit, ça reste alors la radio et aussi bien la télé, ça reste des très gros mass médias et les premières sources d'investissement pour les annonceurs. Ce qu'on observe aussi récemment par rapport à cette durée publicitaire. Alors je regardais par exemple les résultats des matchs de foot à la minute près, les résultats médiamétrie. Donc là c'est pour la télé. On voit quand même qu'il y a un tiers de l'audience qui décroche à la mi-temps pendant les publicités. Donc c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même c'est une des plus grosses audiences à la télé, mais au final on a quand même un tiers des téléspectateurs qui partent au moment du spot de pub, qui sont vendus très très cher. C'est parmi les spots les plus chers de l'année. En radio et en télé, on voit aussi que les régies publicitaires aussi ont l'air de s'adapter, notamment dans les nouvelles conditions générales de vente, en essayant de recalibrer la taille des spots sur des durées plus courtes, c'est-à-dire de prendre le 20 secondes au lieu du 30 secondes comme la taille minimale. Est-ce que pour toi, c'est une des solutions pour réduire la longueur des spots dans leur ensemble, de faire des spots disons plus courts et sans doute aussi du coup les faire plus efficaces pour aller directement à l'objectif? Alors oui, c'est une des solutions, mais je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à cet effet de zapping en le comparant à celui de la télévision. C'est clair que quand on sait que à la mi-temps du match de foot, on va avoir 10 minutes de pub non-stop
eh ben on se lève et on va faire tout plein d'autres choses, chercher notre bière ou appeler quelqu'un. À la radio, en fait, ça se passe pas comme on le pense. Les Américains ont fait plusieurs études là-dessus qui datent déjà de quelques années, et on s'aperçoit qu'il y a une perception des choses. C'est-à-dire que les gens de radio et les annonceurs de la radio pensent que une grosse majorité des auditeurs zappent quand la pub arrive, alors que quand on analyse dans le détail ce qui se passe au moment de l'écran pub, et ben en fait c'est beaucoup plus faible que ça. C'est généralement, ça l'était il y a quelques années, je dirais en dessous des 12% de l'audience qui pouvait être tentée de zapper pendant un écran pub à la radio. Donc c'est pas un chiffre si important que ça. Et d'autres organismes comme dans les pays nordiques ont aussi fait des analyses. Je pense à Radio Analyzer qui permet d'analyser grâce au digital l'évolution de l'audience, je dirais seconde par seconde pratiquement. On s'est rendu compte que quand les écrans pubs arrivaient, il n'y avait pas une chute aussi importante que celle qu'on pense. Vous avez qu'à, je sais pas, prendre un taxi et puis observer ce qui se passe quand la pub arrive dans le taxi. C'est pas à chaque fois qu'il y a un écran pub que le taxi va changer va zapper sur la radio. Et on s'était aperçu, pour finir sur cette parenthèse, que souvent c'était des promos ou même des chansons qui pouvaient générer un zapping tout aussi important que celui de la pub. Donc il faut relativiser toutes ces perceptions qu'on a et regarder vraiment dans le détail comment ça se passe. Maintenant, encore une fois qu'on a dit ça, oui, il y a des solutions. C'est une tendance, j'en ai beaucoup parlé sur mon blog Radio Pub cette année, de réduire la durée des spots quand c'est possible. J'ai fait une analyse là-dessus et je me suis rendu compte, c'est assez simple comme analyse, c'est pas scientifique, mais que plus on va dans les pays nordiques, jusqu'en Islande par exemple, plus la durée des spots est courte. Pour différents facteurs, je pourrais les développer, mais la durée moyenne des spots de pub sur les radios islandaises, qui est un tout petit pays, mais dans lequel on retrouve toutes les marques internationales, la durée, elle est de 12 secondes en moyenne, le spot de pub. Wow, c'est court, hein. C'est très très court. Mais c'est aussi lié au fait que les Islandais peuvent expliquer une idée simple sans être très bavards, parce qu'ils sont pas bavards de nature. Donc voilà, pour dire qu'il y a une porte ouverte chez Renault ce week-end, 12 secondes, ça suffit très largement. Plus on va dans le sud, plus la durée a tendance à s'étaler. Alors, je vais prendre des exemples extrêmes, mais quand on est en République démocratique du Congo, sur des radios locales, il est assez courant d'avoir des spots qui font 1 minute 30, voire 2 minutes, parce que les gens pensent que plus ils vont en dire dans le spot, plus ils auront de chances d'être efficaces, alors que c'est exactement le contraire. Donc, on se rend compte finalement, et des analyses assez récentes ont démontré que finalement, dans un spot de 20 secondes, on a plus de chances de retenir plus de choses, parce que finalement, on est plus synthétique dans la création et on est moins dans la réclame avec trop d'éléments. On le sait, en radio, c'est un peu comme en affichage, il faut une idée et une seule, et la plus simple possible pour qu'elle soit retenue et mémorisée. Et finalement, on s'aperçoit que le spot court correspond très très bien et très efficace. On a même des études, plusieurs, dont une qui a été réalisée par Google déjà en 2011, donc c'est pas nouveau, qui montrait que la radio génère automatiquement du trafic sur les sites web. Il suffit d'être en pub radio pour que on mesure une augmentation des visites et des requêtes sur un site internet, et que c'était encore plus efficace si le spot ne dépasse pas les 15 secondes. Donc voilà. Et une étude récente a donné à peu près les mêmes informations. En clair, un annonceur qui à la radio voudrait générer du trafic sur son site web, ce qui devient maintenant un objectif de 75% des annonceurs, puisque tous les consommateurs une grosse partie des consommateurs vont sur Internet avant d'effectuer des achats. Donc l'objectif de base, c'est d'augmenter ce trafic en ligne. Eh bien, ont besoin de spots de 15 à 20 secondes au maximum pour être très efficaces, et c'est inutile d'investir plus. Maintenant, est-ce que c'est facile de convaincre des annonceurs de faire un spot plus court
et éventuellement pour le même prix, parce que je pense que les radios veulent aussi, bien sûr, protéger leur chiffre d'affaires et donc pas avoir aussi un chiffre d'affaires au rabais. Écoute, c'est l'exercice que RCI m'a demandé de faire au mois d'octobre, où je suis allé en Martinique et en Guadeloupe animer des ateliers avec des annonceurs pour leur expliquer ça. L'objectif était d'amener les clients qui avaient l'habitude de diffuser en 30 secondes sur des spots de 20 secondes. Donc on leur a fait écouter des exemples de spots en 30, en 20 et en 10. Et finalement, eux-mêmes se sont très simplement et très rapidement rendus compte que finalement, on était tout aussi efficace et on retenait aussi bien les messages plus courts. Et en même temps, il s'agissait de faire passer cette augmentation, je dirais, relative, qui consistait à dire, ben voilà, c'est maintenant le 20 secondes qui est le spot, la durée de base. Et ce 20 secondes subit effectivement une petite augmentation. Donc si vous voulez pas subir l'augmentation, eh bien, passez du 30 au 20, qui vous coûtera plus cher qu'il vous coûtait avant, mais qui vous coûtera quand même moins cher que le 30 secondes. Vous voyez, c'est assez subtil, mais finalement, ça a très très bien fonctionné. Et l'objectif d'RCI, qui est une grosse radio antillaise que tout le monde connaît, eh bien, finalement, je pense que ça se présente très très bien pour le renouvellement des contrats en 2023 avec cette stratégie qu'il faut avoir le courage de mettre en place, parce que évidemment, ils sont leaders, donc c'est plus facile quand on est leader. Mais j'ai observé dans les conditions générales 2023 des radios que contrairement à ce que je pensais, eh bien, aucune radio n'a décidé de changer ce barème des 20 secondes aux 30 secondes. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à tous se mettre d'accord. Tu veux dire des 30 secondes aux 20 secondes? Des 30 secondes aux 20 secondes, oui, pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le barème, l'indice 1 est toujours sur le 30 secondes sur les radios nationales, en tous les cas pour les CGV des radios nationales. Ce qui est incroyable, parce qu'il me semble que M6, pour la partie télé, à Nicolas de Travenot, il me semble, a convaincu les annonceurs pour la partie télé, encore une fois, de recalibrer sur des spots plus courts. Pourquoi pas en radio? Eh ben, c'était une bonne idée, mais si mes informations sont justes, ils sont revenus en arrière. Ils ont abandonné cette idée-là. Et le tarif reste, pardon, le tarif reste sur l'indice 1 pour le 30 secondes. Tu peux vérifier peut-être cette information. Okay. Mais, et donc, je me suis dit, bon, bah, la télé est revenue aux 30 secondes et la radio n'est pas allée dans cette direction-là. Je pense que c'était difficile. Donc, le marché n'est pas prêt, quoi. Alors, je sais pas qui n'est pas prêt, parce que les radios avaient bien compris que l'objectif c'était de simplifier. Le groupe Énergie l'a dit en long, en large, en travers, qu'il fallait simplifier. Et je pense que si un groupe avait choisi de mettre son barème en 20 secondes et pas les autres, c'est une complication pour les agences médias et sur le marché. Donc, c'est peut-être une explication. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire aussi, je sais pas, avec la publicité en ligne, par exemple sur YouTube, les pré-rolls, on a des fois des spots qui font 2 minutes, alors on peut les zapper au bout de 5 secondes, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une carte à jouer pour convaincre les annonceurs de cette nouvelle calibration de 20 secondes en disant on va faire un spot court de 20 secondes, mais au moins personne ne zappe parce que du coup c'est du flux. Mais si on est court, on arrive en 20 secondes à être beaucoup plus efficace qu'un pré-roll sur YouTube que de toute façon les gens vont zapper. Bah oui, c'est évident. Bon, après, si le spot est dans un écran pub de 5 minutes, le problème sera le même. Mais là, on peut parler maintenant de la créativité, parce que ça, c'est l'autre paramètre. On peut déjà être synthétique, donc être plus efficace techniquement avec un spot court, c'est une chose, mais on peut aussi être créatif. Et dans la présentation que j'ai pu faire devant des annonceurs récemment, donc aux Antilles, j'ai aussi fait écouter des spots de 5 secondes, des spots de 10 secondes, mais des petits bijoux de créativité. On peut être très créatif, très percutant en 5 ou 10 secondes. C'est étonnant, mais c'est possible. Et donc en 15 secondes et de surcroît en 20 secondes. Mais après, on va pas jeter non plus le 30 secondes tout de suite à la poubelle, parce que le 30 secondes permet aussi d'expliquer des choses différemment, de raconter des histoires plus longues, d'avoir un autre style créatif qui peut être aussi très attractif. L'autre problème sur lequel effectivement les radios, les régies doivent absolument travailler, c'est la qualité de la créativité. Moi, c'est un peu mon
mon cheval de bataille depuis toujours, parce que je me suis toujours mis du côté des comédiens, de la créativité, des studios de production qualitatifs, parce que on peut et on fait parfois de la très très bonne pub radio. Et moi j'ai une très grosse collection sur mon blog de spots radio. J'ai plus de 4600 spots. Alors tous ne sont pas extrêmement créatifs, mais Olivier, je pourrais te faire écouter 2 heures de pub radio à tomber par terre et hilarante, sans interruption, comme si on faisait la nuit des publivores, que tu as peut-être eu l'occasion de regarder quand ça existait encore. Donc la créativité, c'est l'autre cheval de bataille, d'autant que en plus on a une étude assez récente aussi de Kantar qui a démontré que la qualité créative intervenait dans 50% de l'efficacité publicitaire. C'est énorme, et c'est plus important finalement que les notions de répétition, de couverture, de contexte, la qualité créative. Et donc, moi, je m'évertue à expliquer à tous les annonceurs que je rencontre que le premier point crucial, c'est d'investir dans la créativité, parce que quand on a un bon spot, finalement, on peut le diffuser peut-être un peu moins, parce qu'on sera tout aussi efficace qu'un spot nul qui pousse les gens à zapper, à fuir ou à ne rien comprendre de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on invite nos auditeurs à aller visiter ton blog qui s'appelle Radio Pub, où ils pourront écouter notamment des exemples de spots créatifs. Est-ce que c'est facile de faire de la créativité sur les marchés locaux? Parce que sur des marques nationales, etc., forcément, il y a des budgets qui sont plus importants pour faire des spots de qualité. Est-ce que c'est aussi facile de faire ça pour des annonceurs locaux? Alors bien sûr que c'est plus compliqué en local que quand on est en national, avec une agence créa, des directeurs artistiques, des créatifs, des comédiens professionnels, des gros budgets pour financer de belles productions créatives et faire appel à des talents qui se font payer au juste prix. Donc oui, maintenant en local, c'est là que on peut évoluer, et que les radios qui en ont pris conscience et qui travaillent avec des studios qui sont des studios créatifs, avec des concepteurs rédacteurs, avec des comédiens professionnels et pas des voix de pub, c'est ça qui fait toute la différence. Eh bien, elles arrivent à améliorer la qualité de la pub. Il faut ensuite que les commerciaux sur le terrain soient capables de vendre cette valeur ajoutée à leurs clients locaux, et après en trouvant la juste proportion entre le budget qui est consacré à la partie créa et le budget qui est consacré à l'achat d'espace. Mais on a une règle un peu universelle qui dit qu'il faudrait consacrer 10% du budget de communication à la créativité, et donc le reste à l'achat d'espace ou au contenu. En local, c'est pas le cas. Il y a les annonceurs locaux et les commerciaux locaux consacrent rarement 10% du budget de l'annonceur à la créa. Et c'est ce levier-là qu'il faut arriver à rectifier. Voilà, il faut que les régies publicitaires comprennent que elles cherchent à gagner sur la prod, voilà, en payant le moins cher possible le studio et en le revendant à un prix qu'elles considèrent acceptable. Mais ce prix de vente, il doit augmenter, et le prix d'achat au studio, il doit augmenter aussi, pour qu'on ait plus de qualité, plus de valeur ajoutée. J'ai discuté hier, par exemple, avec Nicolas Selem de Kiss FM, qui est commercial dans cette radio dans le Sud, qui, lui, fait appel à un concepteur-rédacteur indépendant qui s'appelle Grégory Bailly, qui avait d'ailleurs gagné un grand prix lors du salon de la radio. Et en fait, il travaille en binôme sur des annonceurs locaux qui ont des budgets certes plus importants que le tout petit annonceur restaurateur, voilà, mais ils font du super boulot en créativité. Donc oui, c'est possible si on se donne la peine, si on a la volonté de le faire, si on cherche vraiment à être créatif. Et voilà, il y a des radios locales qui ont conscience de ça, qui travaillent sur la qualité de la créa et qui ont de très bons résultats. Donc c'est possible. Ne pas avoir peur d'investir. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est plus facile de mettre des écrans pubs sur des programmes généralistes ou parlés, ou avec davantage de programmes parlés, que sur des programmes 100% musicaux où c'est peut-être plus disruptif?
Oui, bien sûr que quand on écoute une radio généraliste, on peut avoir de la pub un peu diluée dans tout le programme et éviter d'ailleurs d'avoir des écrans trop longs. C'est ce qu'au font la plupart des radios nationales généralistes. Voilà. Après, voilà, sur les musicales, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et là, il faudrait aussi, en améliorant la qualité des spots, cette intégration dans le programme, faire en sorte que ça soit plus fluide et en tous les cas que ça soit, je dirais, dans le temps, que ça soit concentré, quoi, qu'on n'abuse pas de cette durée publicitaire. Donc l'objectif là maintenant pour les radios, c'est finalement d'augmenter les tarifs et de réduire la durée de la pub, quoi. Et même si parallèlement à ça l'audience baisse, c'est un objectif qui doit être atteint. Il peut être atteint, cet objectif, parce que d'autres études, notamment du Bureau de la radio, l'année passée, cette année, et d'études qui ont été réalisées dans d'autres pays, nous démontrent que la radio est le média qui génère le meilleur retour sur investissement. Suivant les études, on est entre 1 euro d'investi et 7 à 10 ou 12 euros de retour sur investissement pour 1 euro investi, et qui place généralement la radio en tête de tous les médias confondus. Donc, on a d'un côté le média qui génère le meilleur retour sur investissement, mais qu'on a du mal à vendre à sa juste valeur. C'est ça le problème. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des façons... alors, on sait que dans l'univers des podcasts, une des sources de revenus, notamment, c'est un peu le publi rédactionnel, disons un petit peu de la publicité qui est un peu dans le flux du programme. Est-ce que au final, la radio, pour justement intégrer de la publicité, il n'y a pas des nouvelles façons de faire de la publicité en intégrant la publicité dans les programmes? Alors à l'époque, on se souvient des généralistes qui avaient des speakerines qui faisaient de la lecture de spots en direct. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ça et au final, c'est s'inspirer un petit peu de ce que fait le podcast, qui est un média dans l'audio qui est relativement nouveau? Est-ce qu'il ne faut pas justement réinventer la pub radio dans l'ensemble, justement en insérant tout ça dans le flux du programme, notamment dans les programmes qui sont les plus parlés, disons les radios qui ont des programmes parlés? Oui, mais je rappelle quand même qu'il y a une règle qui oblige les médias à identifier la publicité dans le programme et de la distinguer du restant du contenu. Donc, il doit toujours y avoir un petit jingle d'identification. Donc, déjà, on peut pas noyer la pub que dans le programme comme ça, c'est illégal. Ensuite, bon, cela dit, on peut effectivement avoir des plus d'écrans courts, dilués un peu dans le programme. C'est quand même toujours plus digeste qu'un long tunnel de pub. Après, il y a d'autres choses qui sont possibles. C'est aussi de travailler la couleur de la publicité. Moi, j'ai travaillé avec RCF sur ce sujet. J'ai travaillé aussi avec Crooner Radio sur ce sujet-là pour leur radio de Noël il y a 2 ans, avec l'intégration de spots publicitaires qui étaient faits dans la couleur de l'habillage de la radio pour se fondre dans le format musical et ne pas heurter en quelque sorte la sensibilité des auditeurs. Donc il y a des solutions créatives qui permettent aussi de mieux gérer ça. C'est clair que la publicité nationale qui intervient avec le même message sur tous les formats de radio différents, c'est quelque chose qui reste difficile à intégrer. Et pour revenir au podcast, je voudrais aussi dire qu'il faut faire attention parce que des podcasts de publi-reportage, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Si on fait des podcasts de marques qui sont de vrais outils de communication pour les marques, on ne doit pas considérer ça comme un publi-reportage, mais comme un contenu audio créatif dans lequel, là aussi, il va falloir investir avec des narrateurs, des créatifs, des gens qui écrivent, de la production, pour éviter de couper la branche sur laquelle cette industrie est assise, parce que là aussi il faut pas faire n'importe quoi. C'est comme l'audio programmatique où on a des pubs qui devraient être ciblées, qui interviennent quand on lance une web radio ou quand on se met à écouter la radio sur notre téléphone. C'est malheureux d'avoir des spots qui sont mal ciblés ou des spots qui sont trop répétitifs, un capping qui est pas réglé, alors que tout ça, le digital permet de faire tout ça. Donc, je pense que parfois le programmatique est un risque, à mon avis, aussi de
griller un petit peu la qualité des contenus qui peuvent sponsoriser. Il faut faire très attention à ça. Alors pour les directeurs de radio, une des façons de ne pas remplir son antenne de publicité, c'est aussi de diversifier ses revenus, notamment en dehors de l'antenne. Quelles sont les nouvelles sources de revenus pour les éditeurs en dehors du spot radio à l'antenne? Alors, je dirais les tendances, c'est le digital évidemment, puisqu'on sait que c'est le levier de croissance pour le média radio et pour tous les médias d'ailleurs, hein, la partie digital média, donc tout ce qu'un média peut vendre. Si on regarde aux États-Unis par exemple, les médias locaux, donc les radios locales, captent pratiquement 50% des investissements digitaux des annonceurs des entreprises locales, hein, des TPE, PME, parce qu'elles ont su tout de suite profiter de cette relation qu'elles ont avec leurs annonceurs pour leur vendre Google, Facebook, YouTube, et ne pas les laisser partir chez des agences de communication qui vont expliquer aux annonceurs que la radio c'est un vieux média has-been et que ça sert à rien. Donc déjà de s'équiper pour vendre du digital et profiter de cette relation commerciale pour faire des ventes additionnelles et maîtriser, contrôler en fait les clients. Donc ça c'est une première chose, hein. Et puis maintenant il y a l'audio digital qui prend de l'ampleur. Certaines régies comme CI Média par exemple à Marseille a fait une progression de 400% en 2022 de ses ventes d'audio digital, c'est-à-dire que en complément de la FM, on vend des campagnes qui sont diffusées sur l'audio digital avec le spot d'un client marseillais qui peut arriver sur Deezer, Spotify, une web radio ou devant un podcast de Radio France. Donc l'audio digital, c'est un levier puissant. Et puis je dirais que l'autre levier, c'est les podcasts, évidemment. La production de podcasts pour des entreprises locales, à condition, comme je disais avant, que ce soit pas des publi-reportages, mais que ce soit de vraies créations natives, attractives pour l'auditeur. Et à terme aussi le sponsoring de tous ces podcasts. Quand les radios auront réuni suffisamment des catalogues de podcasts suffisamment importants, surtout des podcasts intemporels, eh bien l'audience globale de ces podcasts arrivera peut-être à être aussi puissante que l'audience de la radio en direct. C'est quasiment le cas pour le service public américain qui génère depuis 2 ans plus de revenus à travers le sponsoring de ces podcasts que par le sponsoring des programmes en direct. Donc c'est vraiment un investissement ça sur l'avenir, parce que ça va pas être rentable tout de suite, mais voilà. Et puis après, il y a la diversification, il y a beaucoup de régies en local qui se développent comme des agences de communication. C'est le cas de Radio Mont Blanc près de chez moi, c'est le cas d'Active Média Saint-Étienne, qui développe une activité de régie qui apporte un full service à des annonceurs locaux. Ça va de l'événementiel en passant évidemment par le digital, l'achat d'espace sur d'autres supports et la créativité bien sûr au milieu de tout ça. D'accord. Et pour conclure cet entretien, est-ce que tu vois l'audience du média radio remonter dans les prochains mois ou années, ou est-ce que cette diversification des habitudes d'écoute est inéluctable? La radio restera un mass market, mais qui continuera à perdre des parts de marché, ou est-ce que tu vois une vraie chance de rebond? Moi, je pense pas que la radio perdra de part de marché si elle arrive à développer des contenus à la demande et des podcasts en particulier, parce que c'est un transfert voilà, probablement que oui, l'audience va peut-être continuer à son érosion. Je rappelle qu'on est toujours à 7 Français sur 10 qui l'écoutent tous les jours. Donc quand on arrivera à 5, donc peut-être, je sais pas, dans 1 an ou dans 2 ans, on aura quand même toujours un Français sur 2 qui écoutera la radio tous les jours. Ça restera un média de masse et sur le plan local, c'est quand même important. Mais il faut qu'effectivement les médias, les radios
et conscience que la diversification, elle se fait du côté de l'audio à la demande et donc des podcasts. Et c'est cette stratégie qu'il faut construire dès maintenant, parce que c'est quelque chose qui se construit sur le temps. Le succès des radios FM, c'est pas fait non plus en claquant des doigts de manière instantanée. Et ben c'est pareil pour les podcasts. Il faut s'y mettre, il faut comprendre comment évoluent les habitudes de consommation, et puis il faut apporter des solutions. Puis après, il faut aussi que les radios se remettent un petit peu en question, évolue, qu'elle travaille beaucoup sur le direct, parce que ça restera comme pour la télé, bien finalement l'atout incontournable, l'actualité en direct, la proximité, la relation avec le public sur le terrain. Et moi, je suis assez optimiste pour l'avenir de la radio. Des ondes Vocast.